Mathieu, est-ce que tu veux Euh, passer à l'article suivant? eh bien, écoute, je viens passer à l'article suivant et tout. Je vais prendre ma plus belle voix Alors, classique. Jérémy, donc. Qu'est-ce que l'économie réelle et l'économie financière? Comment certains comportements rendent-ils le marché émotif? Finalement, quels sentiments ressentent les boursicoteurs lors de fluctuations économiques? Autant de questions sur lesquelles se penche Jérémy dans ce nouvel article d'actualité économique et juridique. L'économie. Voilà un terme très répandu que l'on entend très souvent, parfois même comme abus de langage, sans savoir vraiment à quoi cela correspond. Lors d'un achat dans une grande surface, vous échangez de l'argent contre des biens, vous contribuez à la hausse du PIB français, c'est de l'économie. Mais n'avez-vous pas entendu parler de marché, de place boursière? C'est différent, mais n'est-ce pas là aussi de l'économie? Nous pouvons diviser en réalité le terme en deux catégories, avec l'économie financière et l'économie réelle. Mais qu'est-ce que ça? Pour faire simple, l'économie réelle est l'économie quotidienne, comme l'achat de denrées alimentaires par exemple. L'économie financière va se rapporter à la monnaie, nous y retrouvons dedans entre autres les taux d'intérêt, les taux directeurs, les actions, ou encore d'autres titres comme les escomptes et les réescomptes. Voilà des termes un peu plus savants, moins connus du grand public. Tout simplement car, de manière courante, nous ne connaissons pas ou très peu l'économie financière en opposition à l'économie réelle. Si je vous parle des subprimes, de la crise de 2008, ça vous dit quelque chose, et pourtant, c'est de l'économie financière. Ces deux parties de l'économie, bien que séparées, sont dépendantes l'un de l'autre. Il arrive quelquefois qu'un événement de l'une des parties de l'économie se répercute sur l'autre. Ces répercussions sont dues aux fluctuations du marché par exemple. Un marché est très sensible à l'actualité politique, sociale, sanitaire et économique. Les krachs boursiers interviennent à la suite d'événements à la chaîne, comme un trop grand nombre d'impayés sur des crédits bancaires pour des maisons. Le plus souvent, cet événement semble anodin, une légère récession de la bourse, des variations du taux directeur, dont des taux d'intérêt. Un objet devient beaucoup plus rare temporairement ou temporellement. Vous l'avez compris, le marché est plutôt sensible aux variations, mais pourquoi cela? Derrière ces chiffres et ces concepts un peu compliqués se cachent le plus souvent des humains qui, eux aussi, ont une certaine sensibilité et des émotions face à ces chiffres justement. Parfois, nous pouvons voir apparaître des instincts grégaires avec le phénomène de comportement moutonnier ou de mimétisme. Ce phénomène est très présent chez les personnes qui débutent. Ne connaissant pas bien le marché, étant novices en la matière, les boursicoteurs débutants vont suivre les personnes plus aguerries et c'est là que l'on peut observer du mimétisme. Certains boursicoteurs vont vouloir, pour ne pas perdre d'argent, vendre au moindre recul du marché, ce qui va amplifier le phénomène de recul. Quelquefois, ce comportement peut servir à profit pour les traders confirmés pour arriver à des fins économiques, voire politiques. Pour illustrer en quoi un comportement moutonnier ou de mimétisme peut avoir des répercussions économiques, nous allons revenir dans les années 1990 avec une attaque spéculative. En fin d'année 1992, un homme a fait trembler la Banque d'Angleterre. Il s'agit de George Soros. Nous tairons les enjeux et conséquences politiques ici, mais sachez qu'il y en avait. Le financier Soros a décidé de vendre l'équivalent de 10 milliards de livres sterling en émettant l'information que la devise en question allait être dévaluée. D'autres acteurs de la bourse ont fait de même, et rapidement, avec le fameux comportement moutonnier, ce sont des dizaines de milliards de livres qui se retrouvent en vente. La loi du marché faisant effet, moins un bien est rare, c'est-à-dire plus il est mis en vente, moins il a de la valeur. Ainsi, en quelques heures, la Banque d'Angleterre, n'arrivant pas à suivre la dévaluation, a vu le livre sterling se déprécier face aux autres devises. Soros a donc réussi son coup et a pu rembourser ses emprunts effectués en livres. Dans ce cas, le comportement moutonnier a fait chuter la valeur d'un bien, ici la livre sterling. Mais ce comportement peut avoir l'effet inverse. La bulle spéculative est un phénomène économique qui fait augmenter le prix d'un bien à tel point que son prix est fortement supérieur à son prix réel. Mais comme toute bulle, elle finit par éclater. Pour illustrer ce phénomène, répondez à la question suivante. Achèteriez-vous une rose pour 144 000 euros? Même si vous aimez votre conjoint, je n'en doute pas un seul instant, je ne pense ne pas prendre trop de risques en disant que vous n'achèteriez pas une rose pour ce prix. Pourtant, en 1637, ce fut le cas pour les bulbes de tulipes. Un bulbe valait 10 fois le salaire annuel d'un artisan. Le prix exorbitant s'applique par la rareté et également la très forte demande dans le nord de l'Europe à l'époque.
le bulbe créa une vraie bulle spéculative qui, selon certains historiens, serait la première bulle spéculative de l'histoire nommée la tulipomanie. Il est évident que les krachs boursiers ou les bulles spéculatives sont des phénomènes extrêmes. Mais en dehors de ces cas, il existe tout de même des fluctuations sur les places boursières qui viennent impacter l'économie de particuliers qui investissent de petites sommes. Afin de mieux comprendre les émotions que pouvaient ressentir des boursicoteurs, j'ai questionné des étudiants en première année de DUT informatique qui investissent. Les 3 étudiants sont arrivés récemment sur le marché au courant de l'année 2020. Pour Émeric et Quentin, le sentiment à leur arrivée était un mélange entre l'excitation de gagner de l'argent et le stress de perdre leur investissement initial. Tous les deux ont décidé d'investir dans la crypto-monnaie car ils pensent que c'est le paiement du futur. Quant à Clément, il a choisi d'investir pour le plaisir dans les firmes qu'il apprécie, comme Netflix ou Tesla pour ne citer que. Durant le confinement de mars 2020, le marché de la crypto-monnaie était au plus bas. C'est à ce moment que Quentin a investi. Seulement, voyant la courbe monter en flèche et le risque grandissant, il a décidé de vendre rapidement son investissement. Ce stress lui a fait remporter quelques dizaines d'euros, mais l'a empêché de remporter le bénéfice maximal qu'il aurait pu empocher, c'est-à-dire 900 euros. Il a alors un fort sentiment de regret. Du côté d'Emeric, il subit également les fluctuations boursières. Lors d'un investissement, alors qu'il allait vendre, il a vu le prix du bien reculer. Il a dû attendre la remontée des prix pour vendre. C'était un stress permanent pendant une semaine, m'a-t-il confié. Par moment, je n'aime pas m'endormir car il peut se passer tellement de choses durant la nuit qui influenceraient le marché, a ajouté Emeric. Durant la nuit en France, les places boursières de New York et de Tokyo sont actives, ce qui peut avoir des conséquences sur leur investissement. Tous les 3 sont d'accord pour dire une chose, qu'il faut essayer de ne pas être sensible à la bourse, même si cela est difficile, de ne pas investir sans avoir regardé l'historique du bien en question. Les émotions sont les ennemis du trader, a affirmé Quentin, dans notre échange. Finalement, le marché et les places boursières sont des grands 8 sur lesquels montent les actionnaires en essayant de ne pas céder à la panique lors de grandes descentes. J'en ai appris plus sur les investissements en 5 minutes que j'en ai appris pendant ma vie, plus ou moins. Et notamment sur l'histoire de ce genre de truc. J'avais aucune idée que cette histoire avait pu arriver pour ce qui est de la bourse de la Banque d'Angleterre. Enfin, pour la Banque d'Angleterre, pas la bourse en l'occurrence, mais il y a le livret sterling, la dévaluation. Et purée, par contre, l'histoire des bulles, va vraiment falloir comment ça marche, parce que même si t'aimes beaucoup les tulipes, il suffit de payer à la tulipe. J'ai besoin de plus de contexte, mais je sens que ça prendrait beaucoup plus de temps. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu en discuter avec justement avec Jérémy, et on avait discuté complètement de ça, du marché. Il m'avait parlé du trade, de l'économie réelle et l'économie financière, et c'était extrêmement intéressant. Tu vois, il m'avait dit un Ah, mais truc, c'est un sujet intéressant. Oui, voilà, mais après, pourtant, tu vois, c'est pas un sujet dans lequel moi j'irais de base là-dedans, et pourtant, je me suis senti complètement dedans. Jérémy, t'as une bonne patte typographique, moi je te le dis. Non, et il m'avait dit quoi? Il m'a fait, regarde, tu prends un objet. Prenons par exemple la dernière console qui est sortie. Et il fait, si commence à y avoir des gens qui ne. Imaginons que d'un coup ça commence à être produit en boucle. Commence à y avoir beaucoup d'offres. Ben, ça va commencer à coûter moins cher. Ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ça coûte moins cher, Ah. ils vont vouloir payer, ils vont vouloir attendre. Ils voient que le prix baisse, ils continuent, ils vont attendre, ils veulent toujours plus parce qu'ils veulent toujours moins cher. Sauf que pendant ce temps, ben, les entreprises, elles, elles veulent du bénéfice. Sauf que s'il n'y a pas de bénéfice et tout, ben, ça sert à rien de vendre vu qu'il y a du stock. Donc ils vont chercher plus bas. Pendant ce temps, le prix diminue. Sauf qu'au bout d'un moment, pas de demande, beaucoup d'offres. Il n'y a plus rien qui est fait et ça finit en bordel. Hein. C'est globalement l'idée. Très grossièrement résumé, et je suis certain que s'il m'écoute actuellement, il pleure. Je suppose que c'est globalement l'idée, mais c'est pas grave. Mais oui, de toute façon, l'économie, c'est un système super. C'est un sujet super intéressant parce que justement, c'est le système sur lequel se base notre société, plus ou moins, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, il y avait l'avis d'autres étudiants, et que c'est un truc qui est pas mal. Enfin, il y en a pas mal qui sont dans cet endroit, en fait, en mode est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que j'achète, est-ce que je vends. Surtout qu'avec ce qui se passe en ce moment avec Elon Musk, donc je trouve que c'est sur l'actualité et c'est super.
Et c'est vrai que je viens juste d'y penser, mais un autre truc, un autre aspect qui était intéressant, et dont j'ai complètement oublié de parler, c'est le fait que finalement, en parlant du comportement moutonnier ou de mimétisme, on était... on avait beau parler d'économie, on trempait très clairement un pied dans l'étude sociologique, en fait, dans l'étude comportementale. Et c'est intéressant de faire le parallèle justement entre le comportement de l'individu, le comportement de groupe, en l'occurrence plutôt, et, Ouais. et l'économie. Parce que c'est vrai que finalement les deux sont Mm. indissociables. On a un contrat Mm. social, et c'est de ce contrat social que découle l'économie finalement. Ce que je vois surtout moi dans cet article, c'est que bah il fait complètement, on va dire, l'inverse de tout, parce que dans tous, tu vois, c'est montrer les émotions un petit peu, etc. Donc il y a eu de la romance avec celui de Mm. l'article de Lana. Il y a eu quand même, on va dire qu'il y a eu de l'émotion avec justement l'article de Madame Brunet, etc. Et juste en dessous, les émotions sont les ennemis du trader. Il ne faudrait pas avoir d'émotions lorsque l'on Oui, c'est ça. discute. Mais en même temps, Et c'est vrai que l'économie, c'est un sujet qui est très très détaché de... en fait, le point que ça aborde, c'est dans le sens, les décisions qu'on prend, est-ce qu'il faut les prendre avec la tête ou avec le cœur? Et là, la réponse, je pense que c'est ça dépend de la décision. Ça va dépendre de la C'est- décision, etc. Mais par exemple, je vais prendre un truc très simple. On va dire, il y a le rationnel et l'émotionnel. Il y a un train qui fonce à toute Ouais, allure, on va dire, et t'as deux personnes différentes attachées voilà, sur une. j'y Deux pensais chemins différents. justement, j'y pensais très fort. Dans l'un, il y a une personne et c'est la personne de ta vie. Et de l'autre côté, tu as 10 inconnus. Voilà, et Là, là, la question toi, tu c'est... dois choisir qui est-ce que tu tues. parce que L'un des deux groupes doit mourir. d'un point de vue utilitariste, d'un point de vue purement... si on cherche comme objectif le bien commun et la solution qui va faire souffrir le moins de personnes et qui va générer le moins de tristesse finalement, la solution la plus rationnelle c'est de sacrifier la personne que t'aimes. La personne que t'aimes. Mais d'un point de vue sentimental, est-ce qu'on serait prêt à faire la décision? La réponse est probablement non. La On réponse prendrait... est probablement non. on- C'est on- et c'est un point horrible. C'est... Je bloquerai complètement. je pense qu'à la fin tu serais tétanisé et que tu serais même pas capable de toucher le levier et que peu importe qui ça Mm. allait écraser, ça va l'écraser quoi. Soyons d'accord, c'est ça qui se passe en fait dans ce problème finalement. T'es Oui. tétanisé et tu fais rien. Par contre, imaginons que par défaut, ça vise la personne qui t'est le plus cher au monde. Oui, là sur le coup, ouais. Là, le choix est encore plus violent. Ouais. Parce que c'est toi, c'est toi hein, qui as tué les. Ouais, les soit 10 personnes. tu fais rien et tu vois la Et personne là, mourir par dans contre, tes tu yeux, ou culpabilises. soit tu tues 10 personnes, ouais. Ça c'est vraiment... Ça, c'est violent. Mais on était sur l'économie à la base, est-ce qu'on n'aurait pas dévié un Oui, tout c'est petit ça peu? qui est. Bah, on a déraillé. C'est trop économique. Hein. On a déraillé. Évidemment, hein, Sinon, le coût du bulbe qui valait 10 fois le Mais salaire ouais, d'un ça artiste, je c'est... sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Moi ça me dit rien Je, et j'ai du mal à voir dans quelles conditions ça peut arriver en fait. je sais plus dans quoi, mais je suis certain d'avoir déjà entendu parler de ça ou alors d'avoir vu quelque chose en lien avec. Ça me. Surtout que j'ai l'impression qu'il me manque des informations parce que je me dis... Qui achèterait Parce qu'il y a d'autres fleurs, et visiblement les autres étaient disponibles à ce moment-là. Donc pourquoi particulièrement payer si cher pour une tulipe tout particulièrement? Oui, mais Donc, en vrai, truc j'aimerais tout bien con. avoir le concept Pourquoi particulier de t'achèterais ça. du diamant? Truc tout con, pourquoi t'achèterais du diamant? Oui, mais là, on parle de quelque chose qui est rare Parce que pendant c'est- une période limitée, en fait. Oui, mais ça reste pendant une période limitée. Alors que, Et en vrai, le tu sais diamant, pas pendant le combien de diamant, temps c'est ça quand va même... durer limité. Le diamant, c'est quand même... c'est rare, hein, mais c'est moins rare que sa valeur ne laisse penser. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est Mais, l'offre et la demande, en fait. S'il y a 3 tulipes qui poussent, ils vont se dire, mais est-ce que ça va être les dernières tulipes, donc vaut mieux que je les donne? Tu sais, c'est des trucs tout con et... Peut-être, ouais. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir plus de contexte, j'aimerais bien m'y intéresser un peu plus. Mais bon.